Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver au compte de cette grande édition d'information. Vous êtes sur Africa Today, bienvenue dans ce journal. À quand la reprise du train Conakry Express? La question se pose aujourd'hui avec acuité et le ministre d'État, ministre des Transports, vient de couper court. Pour Oye Guilavogui, Conakry Express va certes reprendre bientôt, mais les autorités guinéennes devront d'abord résoudre avec la société. Une société arrivée en Guinée à l'époque de la transition avec une concession non signée. Quant à la Sotragui, Oye Guilavogui déclare aussi que cette société, après son arrivée à la tête du département, était pratiquement morte. Dabda Mohamed Kamara pour les explications. Pour la société de transport de Guinée, Sotragui, il y avait au total à son lancement 100 bus, tous en très bon état. Mais selon l'actuel ministre des Transports, à son arrivée dans ce département, sur 100 bus, 9 seulement étaient en état de circulation. Et aujourd'hui, même ces 9 n'existent plus. Pour Oye Guilavogui, puisque depuis l'indépendance, la Guinée n'a su gérer aucune société de transport, sa sollicitation a été que la tâche revienne désormais au secteur privé. C'est dans cette lancée que nous avons pris langue avec la grosse société marocaine qu'on appelle Citybus, qui est spécialisée dans l'organisation du transport public. Ils sont non seulement présents au Maroc, mais dans beaucoup de pays africains. Donc nous avons pris attache avec cette société, il y a eu des discussions, des échanges, n'est-ce pas, de projets de concession, des voyages, et tout finalement ils ont établi le schéma de circulation de Conakry, qui a été validé à la primature, et tout le monde en a accédé. Et donc, nous avons procédé à la signature de cette concession dont la mise en œuvre va commencer très bientôt. Ça veut dire que désormais, c'est Citybus qui va organiser le transport public à Conakry. Alors, pour ce qui est des travailleurs, c'est vrai qu'il y a eu un retard, mais il faut comprendre que nous venons de mettre en œuvre le budget national, n'est-ce pas, qui a été promulgué en janvier. Donc, ils ont eu un retard de 3 mois et donc les engagements sont faits au niveau des finances et le paiement va avoir lieu au courant de la semaine prochaine. Quant au train Conakry Express, à en croire le ministre des Transports, le train n'était pas la seule activité de la société CIRF. Avec pour patron résident un Guinéen, cette société évoluait également notamment dans les mines. Après la transition, puisque selon Oye Guilavogui, aucune concession n'était signée, la société aurait réclamé à la Guinée un montant de 85 millions de dollars américains. Et durant les 6 années, n'est-ce pas, le gouvernement guinéen a été menacé, n'est-ce pas, du remboursement de 85 millions de dollars. Et ça, c'était le coût du train, les stations, les pièces détachées et l'assistance technique. Alors donc, j'avoue, les ministres qui sont succédés au niveau du transport, n'est-ce pas, n'ont pas pu déclencher, disons, la négociation avec la société CIF. Vu la persistance, n'est-ce pas, des menaces sur le gouvernement guinéen, nous avons donc ouvert la négociation avec les patrons de ce groupe. On a beaucoup avancé et la commission interministérielle qui avait été mise sur pied, n'est-ce pas, avait réussi à casser le coût de 85 millions de dollars à 42 millions de dollars, y compris l'assistance technique. Je précise qu'il y a au moins 7 Chinois qui assurent et la maintenance et la conduite de ce train. Et c'est pendant cette négociation que la situation se complique avec l'alerte du gouvernement chinois qui accuse la société de corruption. Le patron chinois arrêté dans son pays, au même moment, c'est le Guinéen, l'ancien ministre des Mines, qui est aussi arrêté pour les mêmes causes aux États-Unis. Et puisqu'on a été alerté par le gouvernement chinois, le chef de l'État nous a demandé tout de suite d'arrêter les négociations afin qu'on poursuive, n'est-ce pas, les enquêtes autour de M. Sam, qui est le patron de CIF. Alors pour le moment, nous avons demandé à CIF de nous donner la preuve que leur patron n'est pas impliqué. Nous sommes à ce niveau, mais parallèlement, nous avons demandé à ce qu'il y ait une mise en route provisoire de ce train, compte tenu de la souffrance que traverse la population de Conakry. Nous sommes à ce niveau. Et dans quelques jours, le train va être mis en route, c'est clair. Nous sommes presque à la fin de cette négociation pour une période tampon provisoire en attendant la fin des négociations. Mais pour Oye Guilavogui, d'autres pistes sont actuellement exploitées pour la remise très prochaine du train Conakry Express en circulation. Attendons donc de voir.
Le ministre de la Santé, Abdourahmane Diallo, est passé ce vendredi devant ses homologues pour présenter son bilan de 2016 selon les axes prioritaires. Pour ce qui concerne son département, il y avait 5 objectifs essentiels à atteindre. Selon le ministre de la Santé, presque la totalité de ses ambitions ont été atteintes. Soirée Boubacar nous fait le point. Le renforcement de la prévention et de la lutte contre la maladie et les situations d'urgence, la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, le renforcement du système de santé particulièrement au niveau communautaire, l'amélioration de la qualité des services offerts aux populations et l'amélioration de la gouvernance dans le secteur de la santé, ce sont là les 5 objectifs prioritaires du département de la santé selon la lettre de mission qui lui est assignée. Sur le premier point, 29 centres de traitement épidémiologique ont été construits à travers le pays. Pour ce qui concerne le renforcement de la prévention et de la lutte contre la maladie et des situations d'urgence, au niveau du ministère de la Santé, courant 2016, nous avons mis en place ce que nous avons appelé les ERAR. Donc 8 équipes régionales d'alerte et de réponse aux épidémies ont effectivement été formées et installées, mises en place sur l'ensemble de l'étendue du territoire national. Ensuite, nous avons quand même construit 29 centres de traitement épidémiologique. Vous savez, après ce que nous avons subi, c'est-à-dire l'épidémie de la maladie à virus Ebola, il était fondamental que nous nous dotions d'une infrastructure vraiment spécifique pour la prise en charge de situations de ce genre. En plus de cela, il y a la gestion de la résurgence d'Ebola en Guinée forestière, plus précisément à Korokpara. Sur la santé de la mère et de l'enfant, 3 millions d'enfants ont été vaccinés courant 2016 et 5 000 agents ont été formés sur la surveillance épidémiologique et déployés à l'intérieur du pays. Quant à l'amélioration de la qualité des services, le département a travaillé sur 114 infrastructures. Et pour les recrues de l'année 2016, ils seront tous affectés à l'intérieur du pays. Alors ce que nous avons fait cette fois-ci avec le recrutement qui est en cours, qui comporte donc les admis au concours, les anciens d'Ebola, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, nous sommes en train de travailler sur les spécialistes et aussi sur les agents de maintenance de santé. Alors, ce que nous avons décidé, particulièrement pour ce premier groupe, c'est que tout le monde doit aller à l'intérieur. Donc, pas de Conakry, Koya et Dubrika. Sur la question de l'amélioration de la gouvernance, un audit a été réalisé et a permis l'obtention des recommandations, mais aussi et surtout une feuille de route permettant l'application de ces recommandations pour une gestion efficiente de ce département. 60 000 hectares pour une possibilité d'emploi estimée à 35 000, c'est le projet dont la convention a été signée ce vendredi entre le Premier ministre et le PDG de Bringreen. On écoute Mamadi Youla au micro de Daouda Mohamed Kamara. Bringreen, c'est une société thaïlandaise qui a développé tout un processus avec même le développement d'une espèce végétale, donc un arbre, pour créer des forêts qui permettent, des forêts à croissance rapide, qui permettent donc de développer des projets qui s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Donc nous avons eu des discussions, ils ont été reçus aujourd'hui par monsieur le chef de l'État et ils envisagent de développer un projet ici en Guinée sur une superficie de 60 000 hectares. Donc ce sera le projet pilote qu'ils comptent développer ici. Et ils vont donc développer ces plantations dans un premier temps, ensuite passer aux phases ultérieures qui sont déclinées en 4 étapes. Donc cette première étape-là fait l'objet de la convention qui vient d'être signée. À quelques jours seulement de l'ouverture de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, l'espoir se dessine quant à la réussite de cette rencontre culturelle. En assemblée générale ce vendredi à Conakry, le commissariat général de cet événement a annoncé quelques soutiens qui commencent à se manifester. Chaloum Kandé nous en dit plus. Dans une salle archi-comble, les acteurs du livre se sont d'abord partagés des bonnes nouvelles pour la réussite de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, qui se tiendra dans quelques jours seulement. N'oublions pas que parler de salon du livre, de capitale mondiale du livre, c'est qui d'abord? C'est les éditeurs. C'est les éditeurs qui produisent les livres. Évidemment,
avec le concours de toute la chaîne, les auteurs qui écrivent, les éditeurs qui éditent, les imprimeurs, les libraires qui vendent, les bibliothécaires, etc. Mais dans la chaîne du livre, l'éditeur est l'acteur principal. Et c'est pour ça que nous n'allons pas ménager nos efforts pour soutenir tout ce qui va être fait. Ainsi, nous allons organiser, reprendre le premier salon international du livre de jeunesse de Conakry, qui va avoir lieu dans la dernière semaine du mois de novembre 2017. En tout cas, il y a une forte volonté de Brazzaville et du Congo en général d'être présent aux cérémonies d'ouverture, de participer aux célébrations du mois du Congo au mois de juin. Donc les contacts sont en train d'être pris là-bas et le travail de terrain se fait. L'espoir se dessine et la beauté de l'événement prend forme, car selon le commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre, Xansi Kaba Diakité, les initiatives de bonne volonté se manifestent. Je viens d'avoir la confirmation tout de suite, NCA, un point lecture. La Turquie, un point lecture. UNICEF, un point lecture. GAC, Guinée, Almina Coopération, je pense que c'est ça, un point lecture. Donc voilà, les bonnes nouvelles, je pense que ça prend forme. Autre aspect important, c'est l'assainissement de la capitale guinéenne à la veille de cet événement culturel. À date, les organisateurs rassurent qu'une agence serait en train de travailler sur cette question. C'est très malheureux de le constater aujourd'hui que la ville est encore sale, mais c'est quelque chose qui n'est pas de notre ressort. Les agences, il y a déjà une agence nationale qui s'occupe de l'assainissement. On a le gouvernorat de Conakry, on a le ministère de l'administration du territoire. Donc chacun de son côté doit pouvoir apporter sa partition pour la construction de notre nation. Aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est l'organisation et la réussite de cet événement Conakry Capitale Mondiale du Livre. À en croire le commissaire général de Conakry Capitale Mondiale du Livre, ce label devra servir de base pour transformer Conakry en capitale africaine du livre. La structure Wassalon Agency Communication annonce à la presse l'organisation de la soirée des médias prévue le 3 mai prochain pour marquer la journée internationale de la presse. Cette première édition, placée sous le label de la structure, sera célébrée avec le thème Médias guinéens, du dynamisme à l'incertitude. C'est au cours d'un point de presse vendredi que les responsables de cette structure ont déroulé leur programme d'activité. Moussa Sefa Kamara. La célébration de cette journée internationale de la presse sera une occasion pour les hommes des médias et les techniciens de faire une rétrospective des activités de la corporation et mettre sur la place publique les difficultés auxquelles sont confrontés ces journalistes dans l'exercice de leur métier. Parlant de l'objectif de cette fête des professionnels des médias, le directeur général de Wassalon Agency Communication explique. Dans notre pays, cette date habituellement passe sous silence et nous voulons rompre avec cet état de fait. Désormais, donc, nous allons, en instituant cette activité, la grande soirée des médias guinéens, donc nous voulons marquer le coup de cette date. Deuxièmement, il s'agit de créer donc un espace de rencontre, de partage, de discussion et de débat pour faire l'état des lieux du fonctionnement de nos médias et pour que ceux-ci continuent de jouer le rôle qui est attendu d'eux dans l'ancrage du processus démocratique dans notre pays. S'agissant des activités prévues pour rendre la fête belle, selon Aboubakar Diallo, toute une panoplie d'activités sera au rendez-vous. Il y aura une projection des documentaires sur les risques du métier, sur la situation des maladies qui frappent certains confrères. Et il y aura aussi un volet dans le documentaire sur l'état des lieux du fonctionnement des médias, de la pratique, de l'exercice du métier dans notre pays. Et il y aura des séquences humour et des prestations artistiques, puisque à l'occasion il faut joindre l'utile à l'agréable. Après l'organisation du tournoi corporatif des médias et la journée Mohamed Koula Diallo, la structure Wassalon Agency Communication réunira les journalistes, les techniciens et les acteurs de ce secteur pour non seulement partager la joie, mais aussi les difficultés liées à l'exercice de ce métier noble en Guinée.
L'univers des mots jouera sa partition pour la réussite de Conakry, capitale mondiale du livre. Les responsables de ce projet qui réalise cette année sa 4e édition sont déjà à Conakry. Ce vendredi, ils étaient face aux hommes de médias pour mieux leur expliquer le sens de l'initiative Univers des médias. Salut Yombuno. À travers le projet Univers des mots, l'occasion pour les acteurs du secteur de dévoiler leur talent et leur dynamisme. Cette année, cet événement vit sa 4e expérience et a déjà débuté depuis le mois de mars en France, où il a été lancé par le théâtre de danse d'Avignon. Après donc la France, Conakry étant la capitale mondiale du livre 2017, c'est en Guinée que l'Univers des mots compte faire entendre les hommes du théâtre. Les responsables du dit projet se fixent une mission. Nous, notre mission première qu'on s'est dédiée, après il y a des annexes, c'est de vraiment mettre en lumière le théâtre guinéen, le désenclaver, parce qu'aujourd'hui, le théâtre guinéen, il est un peu enclavé. Mettre en lumière le théâtre guinéen, c'est aussi donner aux acteurs du domaine une large ouverture au monde extérieur. On a du mal à faire tourner nos artistes et donc l'idée c'est vraiment de faire en sorte qu'au moins on ait 6 comédiens l'année prochaine qui puissent tourner partout dans le monde, créer des contacts partout dans le monde, être payés en devises et rentrer chez eux avec beaucoup d'argent pour qu'ils puissent vivre de leur art. L'Univers des mots, version Conakry, capitale mondiale du livre, c'est aussi un espace d'échange et de partage entre acteurs du domaine théâtral. La Guinée abritera du 15 au 22 avril de ce mois le Festival de l'éducation, de la santé, de la mère et de l'enfant. En prélude à ces festivités, la structure organisatrice de l'événement et des partenaires techniques et financiers étaient ce vendredi face à la presse. Objectif, décliner les tenants et les aboutissants de ce festival consacré à la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Oumar Sow. L'éducation étant le socle de tout développement, touche aujourd'hui plusieurs facettes de la société. C'est à cet effet que les artistes, au-delà de créer la joie et de donner l'espoir, se doivent aussi de s'engager dans le processus de développement, tout en accompagnant des secteurs prioritaires comme l'éducation et la santé. Pour l'artiste André Flamy Lelano, le Festival de l'éducation, de la santé, de la mère et de l'enfant est juste un nouveau cadre d'échange, de partage et de vulgarisation des informations en vue de soutenir l'éducation et s'engager dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. On a voulu capitaliser notre petite connaissance, mais échanger aussi avec des partenaires, des spécialistes, afin d'apporter notre contribution citoyenne à la promotion de l'éducation, mais aussi à la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Alors il fallait bien penser à l'option de la pérennisation, d'où l'idée du Festival de l'éducation, de la santé de la mère et de l'enfant. Ce festival sera aussi une opportunité pour les partenaires évoluant dans le domaine sanitaire de procéder à une large sensibilisation sur la gratuité d'un certain nombre d'intrants antipaludiques. Il y a une journée qui est dédiée au paludisme. Au cours de cette journée, il y aura des messages qui vont passer, des messages sur l'utilisation des moustiquaires, la fréquentation des centres de santé par les femmes enceintes et les enfants, mais aussi l'assainissement du milieu de vie. Selon André Flamy, durant ce festival, au-delà des spectacles, il y aura des journées de sensibilisation sur l'éducation, mais aussi sur la santé maternelle et infantile. Vous aurez des journées spéciales liées au reboisement, des journées spéciales liées à l'enseignement technique et professionnel, la citoyenneté fiscale, la gouvernance minière, mais aussi une journée spéciale liée à la lutte contre le paludisme, qui est l'une des premières causes de mortalité maternelle et infantile en Afrique. Ce festival de l'éducation, de la santé, de la mère et de l'enfant, premier du genre en Guinée, sera lancé le 15 avril dans la capitale. 3 préfectures, à savoir Dubreka, Koya et Conakry, seront à l'honneur. Après avoir annoncé son désarmement, l'ETA fournit à la police de 12 caches d'armes dans le sud-ouest de la France, soit ce qu'il reste de l'arsenal de l'organisation séparatiste basque. Regardez.
120 armes à feu, 3 tonnes d'explosifs et plusieurs milliers de munitions. L'organisation séparatiste basque espagnole, l'ETA, a finalement délivré une liste de 8 caches d'armes. La police française cherche désormais à localiser et sécuriser les 8 sites. Cette étape de neutralisation d'un arsenal d'armes et d'explosifs est un grand pas. En ce jour incontestablement important, j'ai bien sûr une pensée toute particulière pour toutes les victimes, pour leurs familles, pour leurs proches, et notamment pour les policiers et les membres de la garde civile. Après 40 ans de violence, l'organisation a confirmé son désarmement. L'annonce a été faite dans cette lettre publiée en anglais et en espagnol. La restitution de l'arsenal est faite sans condition dans des caches, toutes situées en France. L'organisation, née en 1959 dans la lutte contre le franquisme, a renoncé en octobre 2011 à la lutte armée après de nombreuses années de violence au nom de l'indépendance du Pays basque et de la Navarre. L'ETA refusait son désarmement et sa dissolution exigée par Madrid et Paris, réclamant une négociation sur ses membres détenus. Difficile d'imaginer un plus haut sommet, les deux présidents, les deux premières puissances mondiales économiques et militaires et sans doute les deux personnages les plus influents du moment. Donald Trump reçoit jeudi Xi Jinping avec pour décor sa résidence de Palm Beach et avec pour enjeu l'avenir des relations bilatérales mais aussi celui d'une plus grande partie du commerce international. Suivez. C'est un sommet capital. Alors que l'on craint une grave détérioration des relations entre la Chine et les États-Unis, Donald Trump et Xi Jinping se rencontrent jeudi en Floride. Enjeu principal, l'avenir du commerce bilatéral. Car pour réduire le grave déficit commercial de son pays, plus de 500 milliards de dollars, le président américain s'est lancé dans une bataille commerciale, allant du Mexique à la Chine. Je rencontrerai le président chinois à Palm Beach en Floride jeudi et vendredi et je pense que nous allons avoir des discussions intéressantes. J'ai beaucoup de respect pour lui, je lui ai parlé de nombreuses fois, mais nous devons faire mieux parce que notre déficit, comme vous le savez, est de 504 milliards de dollars pour une année. L'issue de la rencontre est imprévisible. Donald Trump n'a pas encore exécuté toutes ses promesses de campagne, notamment l'instauration de taxes à l'importation de 45% sur les produits chinois, ce qui serait contraire aux règles de l'OMC. Mais il a pour l'heure exigé un recensement des pays exportateurs qui trichent avec les règles du commerce mondial. Et s'il n'a pas désigné nommément de pays, il a très souvent accusé Pékin de tromperie lors de sa campagne. D'abord, je signe un décret pour nous assurer que nous collectons entièrement tous les frais de douane imposés à d'importants importateurs qui trichent. Il y a des tricheurs. À partir d'aujourd'hui, ceux qui ne respectent pas les règles devront en assumer les conséquences. Et les conséquences seront sévères. De son côté, Xi Jinping adopte une posture très différente. Pékin assure 14% des exportations mondiales devant les États-Unis et l'Allemagne. Soucieux d'éviter une guerre commerciale, Xi Jinping met en garde contre toute tentative protectionniste et prône un simple rééquilibrage. Afin de rendre le processus de mondialisation économique plus vigoureux, plus inclusif et plus viable, nous devrions agir de manière dynamique, gérer la mondialisation économique de manière appropriée, afin de libérer son impact positif et rééquilibrer son processus. Outre les questions économiques, les divergences sont aussi politiques. Là aussi, Donald Trump n'a pas ménagé Pékin et annonce dans un entretien au Financial Times qu'il se dit prêt à régler seul le problème du nucléaire nord-coréen, sans l'aide de son voisin direct et allié de Pyongyang, à savoir la Chine. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce 20h. Merci pour l'attention et excellente soirée à tous.